Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On vous emmène avec nous pour 52 minutes d'émission. Alors, qu'y a-t-il au menu ce matin? Eh bien d'abord, une première en Bretagne. Un vignoble professionnel est en cours d'installation près de Saint-Malo. La première cuvée est prévue pour 2022. Nous recevrons les porteurs de ce beau projet, Pauline Van Kunsberg et le vigneron Édouard Casals, qui a travaillé dans des vignobles prestigieux en France mais aussi à l'étranger avant de poser ses bagages dans notre belle région. On ne peut pas lui en vouloir. Au sommaire également, la question santé de la semaine, comment apprendre à vivre au mieux avec une maladie chronique en apprenant à être le principal acteur de sa santé. Cela s'appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est un sujet passionnant et c'est le docteur Mélanie Beignet qui nous en dira plus dans un instant. Nous parlerons aussi ce matin d'emploi grâce à notre expert en recrutement Sébastien No. Et puis il sera question de famille avec la chronique de Gwendoline Brahim qui nous dira si l'apprentissage d'une langue étrangère est judicieux ou pas dès le plus jeune âge. Nous évoquerons enfin les tendances couleurs de l'année 2019 avec notre spécialiste de l'aménagement d'intérieur, Aurélie Vérité. Et puis nous ferons du sport avec notre coach maison, Hugo Mamba. Il insistera sur l'échauffement, une étape indispensable avant toute activité. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons au zoo de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine. Allez tous sauf en cage, c'est la merveilleuse Catherine Bossard. Bonjour ma chère Catherine. Merci, bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, ça va bien. Et vous allez voir tout de suite sur les cartes que ça va bien aller pour vous aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les cartes du 15 août. Ah bah on aurait dit, oui. J'ai vérifié en régie, il n'y a que du jaune, que des ronds jaunes et tout. Au niveau des températures, c'est pareil, ça va jusqu'à 27 degrés. Oh là là. Et ça va jusqu'à 25 degrés aussi à Saint-Jean-les-Guérets. Génial. Bah, écoutez, on sort tout de suite le barbecue. On vous retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée sous le soleil breton. Catherine nous l'a dit tout à l'heure, que des ronds jaunes partout. Et il y en aura aussi sur ce plateau des ronds jaunes. On parlera également de vignes, des petits ronds violets, on va dire. Allez, bienvenue à vous Sébastien. Bonjour. On parlera d'emploi avec vous. Bienvenue Mélanie. On parlera d'éducation thérapeutique, un sujet absolument passionnant que nous avons découvert avec toute l'équipe de cette rédaction de la matinale. Et vous verrez ça, vous apprendrez plein de choses. On va tout de suite discuter avec Édouard Casals et Pauline Van Kunsberg. Vous êtes lancé dans un projet un peu fou, produire du vin en Bretagne. Alors là, vous nous impressionnez. C'est à Saint-Jean-des-Guérets, sur la rive droite de la Rance, près de Saint-Malo, que vous avez installé un vignoble. Dites-nous tout. C'est un pari un peu fou, quand même un peu risqué, non? Est-ce que la terre est propice à la vigne en Bretagne? Alors oui, il y a une terre très propice à la vigne. Donc on a même fait intervenir des spécialistes qui viennent de régions viticoles plus classiques en France et qui confirment les qualités vinifères de cette terre. Alors pourquoi il n'y en a pas eu plus de vignobles? C'est ça qui est étonnant en fait. Il y en a eu historiquement. Il y en a eu un peu? Oui, donc c'est plus une histoire de déréglementation qui fait que maintenant c'est possible de monter un vignoble professionnel. Alors du coup, quelles sont les qualités de la Bretagne pour accueillir du vin? C'est quoi? C'est un ensoleillement finalement? Donc, malgré la réputation de la Bretagne, dans le Val de Rance, il y a en effet un ensoleillement qui est suffisant pour faire mûrir du raisin. Il y a des températures aussi qui sont adaptées à cette culture. Et au niveau du sol, on est sur un sol avec une histoire géologique très importante, donc qui pourra typer le vin et lui donner de la minéralité, qui lui fera son terroir. Et puis un sol très peu fertile, ce qui est rare par contre en Bretagne. On a des terres très fertiles qui ne sont pas adaptées du coup à la vigne, mais sur les coteaux du Val de Rance, c'est adapté. Vous parliez de température. Il faut une température idéale de combien? Parce que je crois que pour la maturation des cépages, on est aux alentours de 15 degrés. À certaines périodes, il faut à certaines ces périodes, 15 degrés. Mais en fait, on parle principalement de somme des températures sur la période allant de avril à octobre. Ouais. Et chaque cépage a une somme qu'il doit atteindre pour arriver à maturité. Et sur les cépages précoces, ils correspondent à la somme des degrés qu'il y a dans le Val de Rance. On a justement fait une étude climatique avec l'Université de Rennes 2. Donc c'est du sérieux, vous vous appuyez sur des choses tout à fait, des études scientifiques. Oui. Donc vous n'êtes pas implanté là par hasard, d'autant plus que sur le site que vous avez choisi, il y a déjà eu une vigne par le passé, c'est ça? Ouais. Expliquez-nous ça, racontez-nous cette fabuleuse histoire. Alors la parcelle s'appelle Les Longues Vignes.
il y a toujours une vigne sauvage dans la haie qui borde la Rance. Et donc il y a des recherches par des historiens qui ont été faites. Donc pendant un millénaire, il y a dû avoir de la vigne. Et l'histoire, l'apparition de Colbert qui a dit qu'il fallait mettre des pommiers dans la Rance. Une maladie, le phylloxéra, a fait disparaître les vignobles bretons. Et donc une déréglementation qui a eu lieu en 2016 permet de réhabiliter ces vignobles et donc de redécouvrir des boissons qui étaient bues maintenant il y a 400 ans. Bon, alors du coup, c'est vrai que la Bretagne compte pas mal de vignerons amateurs, mais vous, alors vous allez être le premier vigneron breton professionnel finalement, grâce à une loi qui est passée. Expliquez-nous ça, racontez-nous un peu. Et donc en fait, la France interdisait aux départements qui n'étaient pas classés viticoles d'implanter de la vigne. Et le nombre de plantations était contingenté. Et l'Union européenne, depuis les années 2000, disait vous n'avez pas le droit. C'est du protectionnisme. Et l'Union européenne a eu gain de cause en 2015. Donc c'est depuis le 1er janvier 2016, il est possible de planter de la vigne partout en France. Et nous, on a eu les droits de plantation donc l'année dernière, en 2017. Donc on a 3 ans pour planter les cépages qu'on a sélectionnés et ils vont être plantés en avril prochain. Alors ça, c'est un magnifique projet que vous portez tous les deux avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion, on le sent. Quel cépage vous avez sélectionné et comment s'est fait ce choix ? Alors, il y a 3 cépages. Il y a le Gros Lot, qui est un cépage de l'Anjou, et puis le Chardonnay et le Pinot Noir, parce que ce sont des cépages précoces, donc qui arrivent à maturité assez tôt. Et vu les conditions climatiques, ce sont des cépages qui sont adaptés à ce lieu-là. D'accord. Alors, on va pouvoir boire quel vin, pouvoir déguster quel vin. Ce sera du bio. Ça sera du vin pas bio. Trop de doute. Oui. Et ce sera quoi ? Du blanc, du rouge ? Dans un premier temps, ça sera des effervescents. Des effervescents. Qui seront blancs ou rosés. Pourquoi ? C'est parce que pour produire des effervescents, on a besoin d'une maturité moins aboutie. Et on est sûr d'atteindre cette maturité au jour d'aujourd'hui, même sur une plante qui est jeune. Et après, sur sélection parcellaire, et quand la vigne aura un peu plus d'âge, qui sera plus mature elle-même, et on va voir pour faire des vins blancs et des vins rouges. D'accord. Alors, à quand les premières bouteilles, normalement ? Parce que c'est ce qu'on attend maintenant. Alors, l'objectif, c'est de produire le premier vin sur le millésime 2021. Donc, le temps d'élever ce vin, ça sera pour 2022, les premières cuvées. 2022. Alors, d'ici là, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez rencontré un très grand succès déjà jusque-là, puisque vous avez dépassé l'objectif qui était fixé, c'était 13 000 €. Ça dit, vous continuez à faire appel à la générosité. Pourquoi ? Alors, parce qu'on avait fait un plan pour le financement en plusieurs étapes. Donc, en fait, la première étape qui correspondait à 13 000 €, c'était seulement la plantation de la vigne, même une partie de la plantation de la vigne. Et on s'est mis 2 objectifs suivants. Donc, au début, avoir de l'outillage pour la vigne. Essentiel. Et ensuite, l'outillage pour le vin. Bon, alors on lance un appel aux Bretons et aux Bretonnes. Ils peuvent participer à votre projet sur la plateforme kengo.bzh. Qu'est-ce qu'on aura en échange ? On aura une petite compensation ? Quelque chose ? Alors, il y a des formations à la viticulture et à l'œnologie. C'est formidable, ça. Il y a aussi des bouteilles achetées en avance. La possibilité de mettre des pieds de vigne au nom du donateur. Et enfin, la plus grande, c'est une barrique qui est directement réservée, gravée au nom et une cuvée spéciale pour le donateur. Je comprends pourquoi vous avez dépassé l'objectif fixé. Vous aviez des arguments, clairement. Et je vois Sébastien, ça vous dirait, j'ai l'impression de participer. Je ne connaissais pas, je découvre ça ce matin et je trouve ça excellent. Le nom aussi, le nom, la cabane. La cabane aux longues vignes. Ouais, sympa. Très joli. Super. Mélanie, également, ça vous dirait de participer Ah oui, je trouve ça intéressant, c'est un beau projet, effectivement. Oui. Bon, écoutez, voilà, vous avez bien vendu votre projet. Maintenant, on vous souhaite bonne chance. Vous restez avec nous. On va retrouver notre ami Billy au zoo de la Bourbansais. Bonjour Billy, vous êtes bien entouré, je crois. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, je suis un vrai gamin, je suis en compagnie de Renan. Bonjour Renan. Bonjour Billy. Tu vas bien ? Impec. Renan, c'est le boss des faucons, le maître fauconnier, c'est ça qu'on dit ? Ouais, le fauconnier. Le fauconnier, oui, c'est vrai, il veut pas qu'on dise maître. Bah, t'es un boss. Hein. Alors, donc ce matin, on est là au zoo de la Bourbansais, ça y est, on est de retour et maintenant on est dans le vif du sujet. Alors, comment commence ta journée ? Le matin, tu fais quoi ? Le matin, on arrive, on regarde si tous les oiseaux vont bien, un petit coup d'œil, et puis après on les sort, on les pèse. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on les pèse ?
parce que c'est un bon révélateur de l'état général de l'oiseau. Ah, ok, d'accord. Voilà, s'il a une baisse de forme, on a une petite baisse de poids. Parce que là, il va faire quoi? Donc, on peut y aller, là? Ah, on y va. On va le peser. Parce qu'il va faire quoi, le... Alors, c'est un quoi, déjà, tu m'as dit? On va aller voir Iti, Iti. un hibou grand-duc du Cap, un Ok. grand-duc d'Afrique du Sud. D'accord, donc hibou. Iti, c'est un hibou. Et alors, tu les pèses parce qu'il va bosser aujourd'hui. Ah oui, cet après-midi, spectacle. Ok, d'accord. Donc, on le verra peut-être tout à l'heure dans le spectacle. Ah, c'est sûr. Et donc, je vais m'en occuper, on va voler, machin. Non, Pas maintenant. non, pas moi. Donc, le petit bonhomme, je fais comment? Je viens ou tu viens? Ou tu y vas? Je vais le chercher, puis j'arrive. Ok, ça marche. Salut, chérie. Oui, mon titi boub. Alors, je sais pas si on le voit bien, le petit bonhomme. Il est là. Viens, mon titi. Salut. Merci, viens. Ok. Ah, il est intimidé, il te connaît pas. Voilà, c'est pour ça. C'est la première fois qu'on se donne. Alors, c'est quoi les petits morceaux de Ça, cuir ce que tu sont as des là? lanières de cuir qu'on appelle des jets. D'accord. Qui nous permettent de tenir l'oiseau et puis de ne pas le lâcher si c'est pas le moment, tout simplement. Ok, alors comment Voilà. je mets mon bras? Là, bien horizontal. D'accord. Et puis le pouce reste en haut. Ok. Allez, Hop, je bonhomme. le passe sur ton gant. Il a quel âge, ce petit charmant? Il a Oh là, 13 ans Bah oui, maintenant, mais Iti. tu veux pas venir avec moi parce qu'il me connaît Il pas. va rester c'est ça? debout. Allez, Voilà, remonte. garde ton gant Voilà, naturellement. Chérie, Voilà. super. Un Ok. geste naturel. Bah oui, j'ai pas. Ne j'ai te pas crispe forcément pas. le. Ah, faut pas se crisper. Bah non, non, oui, faut mais... être détendu, faut être détendu. Bah, en même temps, lui, ça va, il est petit, mais j'en ai vu des gros derrière. Ah, là, il y en a des balaises. eux, ils donnent pas forcément envie. Hein. Donc, il a quel âge, tu m'as dit? 13 ans, Iti. 13 ans. Eh ben, écoute, bonhomme, 13 ans, t'as la ligne, hein, t'es beau gosse. Il va monter tout seul ici, tu le rapproches et puis il va D'accord. reconnaître, il connaît ça par cœur. Allez, chérie. Alors, la pesée du matin, comme un top modèle, un peu, Ouais, c'est ça. comme un athlète. Ah, Là, faut que tu je peux lâche. lâcher les jets. Voilà. Ok, voilà. Et puis on va faire une vraie pesée. Alors, il pèse Ah. combien ce matin? Alors, t'es à combien? 1,140 kg. Eh ben c'est parfait. Ok. Poids de forme. Poids de forme, c'est ça? Ça veut dire Ouais. quoi, poids de forme? Poids de forme, c'est un poids où il va bien, il est attentif tout en étant en pleine santé. Ok. Et Voilà, donc il là, tu répond vas, bien tu vas aux lui donner à sollicitations. manger, là, du coup? Au spectacle, Ok. Des croquettes, des machins? avec que de la viande. Ah, il mange que de la viande? Ah ouais, rapace, carnivore. Et combien par jour? Ah, ça dépend des oiseaux. Lui, il va être allé à 4 souris par jour. Ah ouais, 4 souris. Bon, bah écoutez, les filles, on va chasser les souris. On va se retrouver tout à l'heure. On va aller voir quoi, on a dit? Les vautours. Les vautours. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour les vautours. Et puis, bah moi, je vais ramener le petit bonhomme dans sa chambre. Parce que là, je pense qu'il a envie d'aller se reposer pour le sport de cet après-midi. Hop, j'enlève ça Alors, et puis ouais. tu le laisses rentrer chez lui Comme ça. tout seul. Ouais. Ok. Hop, il y Ouh, va. super. Parfait. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci Billy, à tout à l'heure. Elle ne prend pas soin des animaux, mais des patients. Docteur Mélanie Beignet, vous coordonnez l'UTEP du CHU de Rennes. L'UTEP, c'est l'unité transversale d'éducation du patient. C'est ça. Ça nous intrigue beaucoup. Alors, c'est une unité qui accompagne le développement de l'éducation thérapeutique, mais on se demande ce qu'il y a derrière ce mot d'éducation thérapeutique. Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, l'éducation thérapeutique du patient se développe pour répondre aux besoins des patients atteints de pathologies chroniques, c'est-à-dire toutes ces maladies pour lesquelles on n'obtient pas pour l'instant de guérison, mais avec lesquelles il est néanmoins possible de vivre grâce à des traitements, mais qui sont souvent à prise quotidienne, lourds, complexes, et qui demandent en fait une surveillance et un suivi sur le long terme. Et là, on voit bien que les équipes soignantes ne vont pas pouvoir accompagner les patients au jour le jour. Non. Et donc, le premier objectif de l'éducation thérapeutique, ça va être de rendre le patient un peu plus autonome dans la gestion de ses traitements et de ses soins pour garantir sa sécurité et éviter la survenue des complications. Et puis, Alors, oui, excusez-moi. oui, allez-y. le deuxième aspect qui est aussi important, c'est que la survenue d'une pathologie chronique va bouleverser, perturber la vie personnelle, psychologique et sociale des patients. Et donc l'éducation thérapeutique va aussi permettre d'accompagner ces patients pour qu'ils retrouvent un nouvel équilibre et une qualité de vie qui leur est acceptable. Alors, comment cet accompagnement est-il mis en place? Est-ce que est-ce que le patient est reçu par des professionnels de santé de manière individuelle? Concrètement, ça se passe comment? Alors en fait, l'éducation thérapeutique peut se faire de plusieurs façons, soit sous la forme de programmes très structurés, multiprofessionnels, par exemple comme ce qui est proposé sur le CHU de Rennes, mais aussi de manière un petit peu plus informelle, au cours de consultations dans les services ou aussi en médecine ou en cabinet ambulatoire. En fait, ce qui est important, c'est que le professionnel de santé soit dans une posture particulière, qui soit une posture d'écoute, d'ouverture, de bienveillance, et que la démarche respecte 4 étapes. Et c'est important parce que c'est ce qui en fait sa spécificité. La première étape, c'est d'aller rechercher les caractéristiques personnelles du patient,
ses besoins, ses préoccupations en lien avec sa vie, avec la maladie. La deuxième étape, c'est qu'à partir des préoccupations du patient, on va essayer de construire un programme, un suivi éducatif qui va croiser les préoccupations du patient avec celles évidemment des soignants issus de leur connaissance scientifique de la pathologie. Ensuite, on va mettre en place des temps d'échange le plus possible adaptés aux caractéristiques du patient. Ça peut utiliser aussi des outils et des techniques qui favorisent l'apprentissage, la motivation du patient. Ces temps d'échange peuvent effectivement être faits de manière individuelle, mais aussi de manière collective. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble un groupe de patients autour d'une thématique donnée pour qu'ils puissent échanger entre eux et apprendre les uns des autres. Et ça, c'est toujours animé par des professionnels de santé, le plus près de la spécificité de la thématique, donc des médecins, des infirmières, des assistantes sociales, des diététiciennes, des kinés, des psys, enfin tout un tas de professionnels qui peuvent être concernés, et puis aussi par des patients. Alors ça se développe, ce n'est pas encore très courant, mais des patients qui sont formés à l'éducation thérapeutique et qui vont mettre à disposition leur savoir issu de leur expérience avec la maladie pour accompagner les professionnels et les patients pour que l'offre soit la plus pertinente et complémentaire. Et la dernière étape, ce sont des phases d'évaluation régulières pour pouvoir adapter l'offre en fait à là où en est le patient dans sa vie avec la maladie. C'est passionnant. Alors ça bouscule vraiment la relation entre le soignant et le patient. Finalement, on a longtemps dit que le patient était infantilisé. Oui. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Oui, alors c'est ce qui en fait aussi toute sa saveur et son intérêt. C'est vrai qu'on assiste à un bouleversement du rôle du patient qui effectivement était dans une position assez passive, dans une relation asymétrique, vers un rôle plus actif. Il devient acteur de ses soins et de sa prise en charge et des décisions qui le concernent. En fait, on s'éloigne de plus en plus du modèle paternaliste dans lequel effectivement le professionnel de santé et en particulier le médecin était censé détenir l'ensemble du savoir et savoir aussi ce qui était bon pour le patient, vers une relation davantage de collaboration et de partenariat. Alors, la démarche est inscrite dans la loi depuis une dizaine d'années. Depuis 2009, la loi HPST, oui, tout à fait. Donc, elle se développe au sein des hôpitaux, mais aussi dans les facs de médecine. Ça, c'est essentiel. Oui, alors dans les hôpitaux, dans le secteur ambulatoire aussi, c'est vrai que c'est important. Et puis, effectivement, dans la formation, puisque pour pouvoir mener à bien tous ces entretiens, il faut avoir des compétences pédagogiques et relationnelles particulières que le professionnel n'a pas forcément développées au cours de sa formation initiale, qui était plus axée sur la prise en charge des maladies aiguës ou sur l'aspect un petit peu médico-technique des pathologies chroniques. Et donc, cette formation est proposée en formation continue auprès de professionnels qui sont déjà en exercice, auprès des patients dont on a parlé tout à l'heure, et elle se généralise en formation initiale de la quasi-totalité des professions de santé, un peu moins chez les médecins, mais par exemple à la faculté de Rennes, dès cette rentrée, il y a une unité d'enseignement optionnel qui est proposée aux étudiants en médecine pour l'éducation thérapeutique. Ça, c'est fabuleux. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des bénéfices des deux côtés, du côté du soignant, du côté du patient. Oui, je pense. Alors c'est vrai que le mieux, ce serait de demander à chacun les bénéfices que ça leur apporte. Mais je pense que le fait de replacer la relation vraiment au sein du soin, ça en améliore l'efficacité, c'est certain. Et puis ça amène une reconnaissance mutuelle entre le professionnel de santé et le patient qui peut renforcer la motivation du patient à prendre soin de lui, mais aussi la motivation du professionnel qui a parfois besoin de redonner un petit peu un sens à une pratique dans des contextes d'exercice difficiles. Donc c'est vrai que je pense que ça peut améliorer la qualité de vie de chacun. Effectivement. Merci beaucoup, Mélanie Bénit, d'être venue nous parler de cette éducation thérapeutique. Ça vous inspire quoi les uns les autres ? Je trouve qu'on a un mouvement même au niveau entreprise d'intelligence collective, de collaboratif, de faisons ensemble plutôt que être infantilisé. Et je retrouve ces mots-là dans la collaboration. Après, à voir si le patient, s'il ne peut pas y avoir une déviance, le patient va dire au médecin comment faire. Alors, on n'en est pas là. Mais avec, ça, c'est le syndrome Doctissimo, ça a beaucoup énervé les médecins, voilà, c'est ça, je sais mieux que vous, finalement, je l'ai vu sur Doctissimo. Ça peut apporter que du plus des deux côtés, je pense. Je crois que c'est vraiment une complémentarité qu'il faut garder, évidemment. Et puis, il y a des patients qui ne sont pas prêts non plus, complètement, à rentrer tout à fait dans cette démarche. Donc, c'est vraiment rester au plus près de chacun. Mais écoutez, en tout cas, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup. On va parler d'emploi avec vous, Sébastien. Vous parliez de l'entreprise. Alors, dites-nous tout. Vous avez une offre d'emploi à nous présenter ce matin. Oui. Alors, avant de parler conseil emploi, une entreprise dans le domaine du transport. On va changer un peu de secteur d'activité. Donc, avec les transports Bertin, donc qui se situe en Ille-et-Vilaine, du côté de Brie. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis 1970, donc familiale, puisque c'est le papa Léon Bertin qui a créé la société. Sa fille Anita Bertin qui a pris la relève et aujourd'hui elle recherche un responsable de trafic.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un responsable de trafic? Non. Donc, c'est un métier qui consiste à gérer et organiser. Vous avez le client qui a de la marchandise à transporter d'un point A à un point B. Et ce responsable de trafic va organiser justement cette gestion de transport de marchandises. Et il a à sa disposition une trentaine de camions, une trentaine de chauffeurs et puis la logistique à organiser, suivant des règlements, parce que quand on est chauffeur, il y a des règlements à respecter vis-à-vis d'horaires, de temps de trajet, et ainsi de suite. Donc, elle recherche un responsable de trafic. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous n'hésitez pas à m'envoyer. Je ferai suivre le CV sur le mail qui va s'afficher. Sébastien.no@meandmyboss.fr. Tout à fait. C'est ça. Alors, vous avez des conseils à nous donner. Alors oui, alors aujourd'hui, j'aimerais profiter pour... alors c'est plus un conseil côté entreprise, parce que je vois beaucoup de candidats qui me disent qu'ils en ont un peu marre, ras-le-bol même, des offres d'emploi dites stéréotypées. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Oui. C'est qu'il suffit de vous balader sur les sites d'offres d'emploi que vous allez voir entreprise en pleine croissance, recrute son super candidat. Et vous en avez fait 1, 2, 3, et à la fin vous vous dites c'est pas possible, quoi. C'est de la com, est-ce qu'il y a vraiment un poste derrière? Alors que la loi oblige à avoir un poste derrière, mais on en vient à douter. Alors quand on n'a pas de réponse en plus, quand on a envoyé son CV, sa lettre de motivation, c'est un peu perturbant et c'est même frustrant. Donc, ce que je vous propose, en toute humilité, c'est de vous donner des pistes aux entreprises, entre autres, sur un peu le contexte, comment écrire vos annonces. Déjà, c'est la première question à se poser, c'est de savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise, pour donner envie aux personnes de vous rejoindre. Alors, j'ai pris quelques exemples. Si vous êtes une start-up, start-up, c'est à la mode, ce sont les entreprises en plein boom. Je vais donner de la matière à Catherine, pour son final. Hein, Catherine, écoute bien tout ce que je vais dire. Donc, tutoiement obligatoire dans l'annonce, on est en mode start-up, forcément. On va utiliser des termes anglophones, puisque c'est in. Je peux vous donner un exemple, on y va plein pot. Donc le type d'annonce c'est « Hello, si toi aussi tu es un ninja du dev, t'hésites pas à nous call pour qu'on se fasse un Insta, une story, et qu'on se WhatsApp en direct live, histoire de parler de ton new job. » Ok, Ok. c'est clair. Donc je signale quand même que il y a déjà des entreprises qui le font et ça fonctionne. Ils vont attirer des candidats. Ils vont attirer des candidats. Ils vont attirer que ceux qui comprennent en fait l'annonce. C'est ça. Ils vont attirer ceux qui comprennent. Au moins, c'est ciblé. Alors il y en a d'autres qui n'hésitent pas à mettre des références à des séries à la mode, hein, Game of Thrones, même à des films cultes du style. T'es un fan de Star Wars, tu as toujours rêvé de prendre la place de Luke Skywalker. Eh bien ça tombe bien. On recherche un business developer pour driver la team. Voilà. Ouais. Alors forcément, ce ne sont pas toutes les entreprises, on va prendre l'inverse, plutôt le côté institutionnel ou le domaine de la finance. Donc là, on va y aller plus soft. Là, on est plus dans le vouvoiement, on va prendre des pincettes, donc ça peut donner donc des formules littéraires. On évite les smileys, parce que forcément, ça fait pas fun. Donc c'est plus du style officiant dans l'univers de la finance. Notre entreprise recherche son auditeur grand compte de formation Bac+5. Vous êtes rompu au process interne des PME et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez compris la différence, elle est assez colossale. On a aussi les entreprises en mode entreprise libérée. Je parlais à l'instant collaboratif. Voilà. Donc là, on a fini avec le système pyramidal du patron et des managers. L'idée, c'est d'adopter le ton un peu développement personnel. Donc ça pourrait donner ça. Venez rejoindre un collectif de talents qui évolue et développe l'entreprise grâce à l'intelligence collective. Point de patron, mais du collaboratif, à tous les étages, de manière transversale. On recherche notre happiness manager pour développer le bonheur de nos salariés. C'est beau. C'est beau, mais ça existe. Il y en a qui... Oui, ça existe. Et ça produit des candidatures, des gens qui ressemblent à ce type d'entreprise. Pour finir, je conclus sur un mode, parce qu'il va y avoir Hugo tout à l'heure, sur un mode compétiteur. Alors, le mode sportif, attention. Voilà, le mode sportif. Limite, on va forcer le trait avec vocabulaire issu des champs de bataille. C'est généralement quand on veut recruter des commerciaux. Donc, exemple, notre entreprise recherche son futur chef des ventes. Nous pensons que rien n'est du tout hasard et qu'on récolte ce que l'on sème. Dans cette perspective, il faudra avoir l'âme d'un compétiteur pour démarcher, séduire, accrocher, transformer en clients vos futurs prospects. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va attirer ? On va attirer des commerciaux qui aiment la compète, qui aiment le challenge, qui aiment rentrer là-dedans. Donc en conclusion... Et à la fin, c'est marqué marathonien, bienvenue. Conclusion, vous l'aurez compris, l'offre d'emploi est un moyen aussi de communiquer sur qui on est. Et ça, on n'y pense pas. On est toujours dans le stéréotype entreprise en pleine croissance, recrute son super candidat. Donc, s'il vous plaît, adaptez ces textes pour pouvoir attirer des candidats qui vous ressemblent. Et puis ça fait gagner du temps aussi aux recruteurs. Parce qu'au moins, ils ont des candidats un peu plus ciblés. Donc, tout à fait. Tout le monde s'y retrouve. Exactement. C'est ça, hein ? Voilà. Bon. Merci Sébastien. Vous êtes un véritable happiness chroniqueur.
Merci à vous pour tous ces conseils. Allez, nous sommes à la moitié de cette émission. Je vais tout de suite rejoindre Catherine, sans prendre les transports Bertin, mais avec mes pieds, c'est déjà pas mal. Ma chère Catherine, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission? Oui, je vais juste demander le récap, si tu peux me donner ton récap, Sébastien, parce qu'en effet, c'est plié. J'ai retenu, qu'est-ce que je nous prends, Laurence? Une barrique ou un lot de bouteilles? Il faut une barrique, hein. On peut y Une aller. barrique? Ouais, je pense que là, Je craque le PEL, mais ça vaut le coup après. Non, mais ça vaut le coup. C'est un projet d'avenir, il faut y aller. Ok, une barrique Allez, 9h50. C'est bon, c'est parti. C'est parti, j'achète. On retrouvera dans quelques instants Gwendoline Brahim. Elle nous dira si apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge est judicieux ou pas. Côté déco et aménagement d'intérieur, ce sera Aurélie Vérité qui nous livrera les tendances couleurs de l'année 2019. Et puis sans oublier notre sportif Hugo Mamba qui va casser la baraque. Vous allez voir ça tout à l'heure. La barrique, pardon. Ouais. Alors on va retrouver tout de suite Billy. Billy qui est bien entouré, qui a un petit peu peur quand même. Allez Billy, courageux. Alors Laurence, nous sommes de retour ici au Vautour. C'est ça, les faucons vautours bretons. Non, les vautours fauves. Vautour fauve. Bon, Allez, on y va. alors, on rentre comme ça direct. Direct, même pas peur. D'accord, donc là, il nous attend quand même un peu. Bonjour, jeune Oui, mais homme. ils sont super sympas. Alors, ils servent à quoi? Enfin, ils servent à quoi? Je veux dire, ici, ils ont du... Attention, alors, on passe. Salut les garçons. Allez, Donc, Brutus. Ils sont dans le spectacle aussi, comme... Ah bien sûr, ils participent au spectacle. On a C'est normal, le 4 bruit, là? vautours fauves. Ils s'expriment, ils parlent, ils discutent. Par contre, je ne sais D'accord, pas ce qu'ils Ils disent. s'expriment quand même d'une façon bien sympathique. Ils nous regardent de travers. Hein. Ça dépend dans quel sens ils tournent la tête. Ok. Alors, du coup, le boulot ici le matin, c'est quoi? Le matin, on vient voir que tout va bien et chaque matin, tout va bien, fort heureusement. Et puis D'accord. surtout, on vient changer les bacs d'eau parce qu'ils Ok. aiment bien se baigner, mais ils font de la patouille. Ok, ça marche. Donc Alors, on vient changer les bacs d'eau pour par qu'ils aient contre, de l'eau propre je sais pas permanente. si vous voyez, mais là-bas, il y a des petites poules et des petits canards. C'est leur repas? Comment ça se Mais passe? pas du tout. Ils servent à quoi, alors? C'est les jardiniers de la volière. Ah, ouais. Et comme ça, on passe moins de temps à arracher l'herbe, couper. On ne peut pas avec eux intervenir avec un rotophile ou des Vous choses de voyez ce genre. pas, mais là, il y a l'ingé son qui est en train de se faire bouffer par les vautours. Alors, du coup, il faut qu'on nettoie les... Eh ben oui, Non, les garçons, laissez-nous notre matériel. Est-ce qu'on peut revenir sur nous, s'il vous plaît? Voilà, merci. Non, parce que là, bon, à un moment donné, on est quand même là pour montrer les bestioles. On est juste un peu impressionnés. Hein. Tu vois les bazars? Là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ils sont juste énormes. Donc là, il faut que... Donc vous... Bah, il a c'est tout dégueulasse. on vide. Alors, on vide. On Toc. vide. Donc il y en a Tiens. un deuxième qui est là-bas. Et Ouais, lui, je te il n'a laisse pas l'air faire et moi, fin je quand vais même. ouvrir le robinet. D'accord. Lui, il n'a pas l'air fin, celui qui est là, il nous regarde Il est de travers. adorable. Oh! Attention, il m'attaque! Le truc, il m'attaque! Alors, vous inquiétez pas, j'ai une bonne assurance. Oui, les gars, ça va. Alors, là, le mec, il s'est barré, je suis tout seul ici. Alors, voilà, s'il vous plaît. Donc, Ronan revient. Voilà. Non, parce qu'ils m'ont attaqué. Non, Ah, si. pas. Alors, du coup, Il est venu voir. et tu leur donnes pas, tu leur donnes pas à manger Ah non, ils maintenant. mangent au spectacle. Ah, ok, d'accord. Tout à l'heure. Et parce qu'ils vont participer au spectacle leur- cet après-midi. Parce que c'est pour ça qu'ils ont faim, là, en fait. Bon, ils ont faim. Pardon. Non, parce que là, du coup, plus que la moyenne, on n'a franchement, pas- Ils travaillent tranquille, pépère. Oh ouais, non, ils sont. Bah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'air maigres, ils ils sont- ont l'air bien en forme. Ils sont adorables. Parce que du coup, là, on n'a rien appris depuis tout à l'heure. Alors, on a eu un peu peur. Donc, on est là le matin. Donc, vous venez vérifier que l'eau aille bien, c'est ça? Enfin, les oiseaux. Et les accords. le repas. Le repas se fait tout à l'heure. En spectacle. Ok, en spectacle. Et les petites poules servent à faire le ménage. Oh il attaque maintenant la caméra. Bon, on met de l'eau. Ouais, on va mettre de l'eau. Et puis, je sais pas si au niveau du temps, on est bon, les filles en plateau. Et du coup, bah, si ça coupe, tout à l'heure, on verra, on suivra tout à l'heure. On verra E.T. Et puis, et eux aussi, les faucons, là, Ah ils ouais. seront dans le spectacle. Donc, du coup, ils font combien de... Alors, ils font combien de large quand ils sont comme ça là Alors, on parle d'envergure. et Envergure. On est autour des 2,50 m. Oh la vache. Et alors, du coup, pour le spectacle, ils ont quel âge, les petits, là? Et ils ont. Adina, c'est notre plus ancien, il a bientôt 30 ans. D'accord. Et les autres ont 30 4 à ans 5 ans. Oui. Ah ouais. Ah, c'est un vieillard. D'accord. Et puis il fait ce qu'il veut, quand il veut, C'est ça. à son rythme. C'est pas qu'il obéit pas, il est à mais la retraite. c'est pas qu'ils obéissent, mais il n'aime pas obéir, quoi. Non, mais c'est qu'il se fait un peu vieux quand même et que du coup on le laisse tranquille. Ok. Mais par contre, les autres, ils sont tranquilles aussi, mais ils sont plus volontaires. Et combien ils sont d'années plus il te jeunes. faut pour pouvoir leur apprendre à faire ce que tu as envie de Ben, faire un avec oiseau eux? qui va naître au printemps, la plupart du temps, il participe au spectacle l'année d'après. Ok. On le prépare dans l'année, dans le D'accord. printemps, l'été, une partie de l'hiver, et puis après, il participe au spectacle l'année suivante. Parce que c'est impressionnant, hein, quand ils déploient leurs ailes, là, ils te font du vent. Ouais, ils sont grands. Allez les gars, Ils super. sont grands, mais il n'y a pas grand-chose à craindre. Ce sont des charognards. Ok. Ils mangent
que Qu'est-ce qui des tue, amis quoi. Momo déjà morts. Ok, d'accord. Donc, nous, vu que nous sommes en vie, pour l'instant, tout va bien, quoi. C'est l'espèce de vautour que ça l'on voit le passe. plus facilement dans nos montagnes en France. Ah, ok, donc c'est des animaux français. Oui. Ok, moi je pensais que les vautours, moi c'est dans le désert. Non, 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 non. Ok, il y Dans en a les aussi. Alpes, les Pyrénées, les Cévennes, on a des vautours fauves. Ok, ça marche. Bon, écoutez, je pense qu'ici, au zoo de la Bourmancée, on a bien compris qu'on va s'éclater jusqu'à la fin de l'année avec les petites bestioles et tout ça. Salut les gars, on dit au revoir à la caméra. Allez, à la plus tard. À bientôt les filles, ciao. On vous admire, Billy. Allez, vous l'aurez votre prime de risque, c'est ok, d'accord. Bon, vous l'auriez fait, vous Vous seriez rentré à côté des vautours? Non. Comme quoi, hein. Il est quand même sacrément courageux. Et il n'a pas demandé pour les croquettes. Hein. Non, ça c'est vrai, il n'a pas osé. Mais il mange du Billy, les vautours, c'est connu. Hein. De toute façon, tout le monde le sait. Allez, Gwendoline, vous nous avez rejoint. On vous retrouve. On va se poser la question ce matin de l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge. Alors, apprendre une langue étrangère, est-ce que c'est plus simple ou inutile quand on est petit? Alors, on sait que les enfants ont une capacité d'apprentissage supérieure aux adultes. Des fois, c'est même impressionnant la vitesse à laquelle ils peuvent assimiler les informations, que ce soit la lecture, enfin bon, tout ce qu'ils découvrent au fil de l'enfance. Et alors, les langues étrangères sont de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne. On a même beaucoup d'adultes qui ressentent le besoin de prendre des cours d'anglais, surtout parce que c'est l'anglais qu'on retrouve le plus au quotidien. Donc, ils prennent des cours d'anglais pour leur envie personnelle, pour voyager ou pour enrichir leur CV. Donc, on a quand même bien conscience que les langues étrangères sont devenues quand même très, très importantes aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question de l'intérêt de les faire donc apprendre aux enfants dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il existe un âge idéal pour apprendre à un enfant, finalement, Alors, une langue étrangère? Quelques études de fait, donc certains parlent d'un âge critique, donc ce serait avant 9 ans. Avant 9 ans, ce serait vraiment presque une assimilation naturelle, un peu comme une langue maternelle. On le voit souvent sur les enfants qui ont deux parents qui parlent des langues différentes, même parfois pas du tout du pays. Donc l'enfant entend une langue de son père, de sa mère et parfois même une troisième à l'école. Alors bien souvent, il en choisit une de préférence, on va dire, donc où il va vraiment se focaliser sur elle. Parfois, il va même mélanger les trois, donc ça fait un peu peur. On a peur qu'il n'arrive pas à dissocier tout ça, qu'il n'arrive pas à lire, à écrire, tout ça. Mais finalement, il va réussir à dissocier ensuite petit à petit les deux langues, ou les trois langues, ou les quatre, même, soyons fous. Et il aura toujours une langue maternelle quand même, la première sur laquelle il se sera focalisé, mais il va devenir bilingue, trilingue, avec une facilité assez impressionnante et même déstabilisante pour nous adultes qui parfois mettons des années à pouvoir vraiment parler anglais correctement, on va dire. Et on le voit aussi beaucoup sur les familles d'expatriés à l'étranger ou les enfants d'immigrés. Les enfants apprennent très très facilement la langue du nouveau pays parce qu'ils l'apprennent de façon naturelle. C'est un processus naturel comme leur langue maternelle. C'est par l'interaction sociale. Les enfants à l'école, au parc, il va jouer, il y aura des interactions sociales, donc il va s'adapter, vraiment apprivoiser le milieu dans lequel il est. Et il va apprendre cette nouvelle langue très, très facilement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des moyens de favoriser quand même cet apprentissage? Alors, on parle parfois de lire un livre bilingue ou des dessins animés. Oui, déjà, ça peut aider quand même? L'éducation nationale favorise de plus en plus l'apprentissage et vraiment le fait que l'enfant soit noyé comme ça dès la maternelle dans une langue étrangère. Et souvent, les élèves qui ont une langue étrangère, surtout souvent l'anglais dès la maternelle, ils ont quand même des bases beaucoup plus solides que ceux qui découvrent Brian is in the kitchen au Elle est collège. traumatisée. Non, mais je crois qu'on a tous eu toutes les histoires de Brian. Ouais. Et souvent, les bases sont quand même beaucoup plus solides. En Bretagne, on a les écoles d'Iwan. Donc là, bon, c'est pas de langue, c'est le breton. Mais ça permet à l'enfant d'entendre des nouvelles consonances, des nouveaux rythmes, des nouveaux sons. Et donc, son cerveau va être habitué à autre chose que les syllabes et la rythmique que sa langue maternelle. Donc ça l'ouvre quand même à une possibilité d'adaptation et d'enrichissement de d'autres langues beaucoup plus facilement que des enfants qui auraient eu que leur langue maternelle. Après, il y a des jeux ludiques qu'on peut faire en famille, des jeux de société. Il faut quand même rester sur quelque chose de très ludique. Par exemple, les cours de langue, ça reste quand même très scolaire, c'est pas du tout une immersion. Donc, c'est un peu du gavage. Ouais, c'est du gavage. Ça fait plaisir aux parents d'envoyer leurs enfants dès 4 ans mon enfant apprendre fait de l'anglais, fait ouais. des cours d'anglais. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, plus peut-être pour des collégiens. Enfin, en fin de collège, il y a un perfectionnement à faire. Mais bon, les cours de langue pour les petits, sauf si vraiment c'est quelque chose de très ludique, que ce soit des jeux en anglais où là, vraiment,
il y a une cohérence finalement avec son quotidien d'enfant, oui, mais sinon, non, c'est pas vraiment utile. Pas sur le plus jeune âge, il faut plutôt rester dans quelque chose de ludique. Donc les dessins animés en anglais, oui, vous l'avez dit, alors ça, on peut faire ça dès le plus jeune âge. Comme ça, l'enfant associe vraiment l'anglais, les écrans, à cette langue. Enfin, après, ça peut être l'espagnol, enfin n'importe quoi. Bien sûr, ouais. Si un des parents parle espagnol et n'ose pas forcément parler parce que son conjoint ne comprend pas l'espagnol, on peut, si on veut que son enfant, lui, comprenne cette langue qui fait partie quand même de ses origines, lui mettre que les dessins animés en espagnol. Ça lui permettra d'avoir l'accent, enfin pour tout ça, et d'apprendre des nouveaux mots. Et même nous, adultes, regarder les films ou les séries en version originale, c'est une très bonne idée. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, elle a passé le petit message. Voilà, pour l'accent et tout ça. Non, c'est vraiment très très bénéfique. Ou mettre les jeux vidéo en anglais pour les ados, ça fait au moins un peu de champ lexical de gagner. C'est toujours ça de prix finalement. Ou faire toute une journée en anglais à la maison, ça c'est très rigolo. Ça, chacun y va de ses petits mots, tout le monde fait un petit effort, donc ça fait des quiproquos plutôt rigolos, mais finalement, ça reste très, très ludique. Et puis, c'est important aujourd'hui d'avoir une ouverture d'esprit comme ça sur les langues étrangères. Ça vous inspire quoi les uns les autres? Aurélie, vous apprenez à votre fils l'anglais déjà? Non, mais il faudrait déjà bien le maîtriser. Un petit tableau du côté d'Aurélie. Mais une envie de pouvoir lui apprendre l'anglais, en effet. Donc on regarde justement les écoles maternelles où c'est possible d'apprendre rapidement les deux langues ou d'autres activités ludiques. En effet, ce serait chouette. Bon, on se retrouvera tout à l'heure, Aurélie, pour votre rubrique aménagement d'intérieur. Vous nous donnerez les tendances couleurs. Allez, pour l'instant, je vous propose une petite virée en déesse à la rencontre du chanteur François Budet, papa de la chanteuse Yel, et surtout célèbre interprète de l'Ogivie de la Mer, qui nous a malheureusement quittés en juillet dernier. C'est signé Gilles Le Morvan et Thierry Bouilly. S'il est révolu, le temps l'éternel, la race des marins, chez nous, ne s'en va pas. L'Ogivie de la mer, l'Ogivie de la mer, tu regardes mourir le dernier vrai marin. 1988, François Budet n'est plus tout à fait le jeune homme qui 20 ans plus tôt a sorti l'Ogivie de la Mer. Mais quand il passe à la télé, l'escale est obligée, c'est son tube. L'histoire commence en 65, vacances d'été du côté de Paimpol, avant de monter travailler sur Paris. Chez Kodak, le jeune briochin fabrique des pellicules. Quand un dimanche lui tombe dessus, un petit miracle. J'étais à la messe un dimanche matin et cette mélodie m'est venue à l'oreille comme ça, tout d'un coup, avec le refrain, quoi. L'Ogivie de la mer, te regarde mourir. François rentre chez lui, plaque ses accords et le soir fredonne sa chanson à ses amis bretons de passage. Dans la bande, une jeune fille décide d'enregistrer le morceau avec un magnéto avant quelques semaines plus tard de donner la cassette au curé de l'Ogivie. Et le père Pénaud, quand les marins du coin allaient chez lui, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait chez lui, c'est un type très sympa, alors bang, il appuyait sur le magnéto, puis les mecs ils écoutaient bouche bée, Roger Mingui, tous les copains qui sont venus après, ils revenaient ici au bistrot ou chez Mimi à côté, laisse-lui qui dit un gars qui a écrit une chanson sur nous, là, t'as qu'à aller chez le curé, tu vas voir. Et donc les gens la connaissaient. Et quand à son tour, Budet redescend de Paris, le curé l'appelle et lui dit « Écoute François, maintenant que les gens connaissent la chanson L'Ogivie de la Mer, ils aimeraient bien connaître le chanteur. » Et voilà donc François invité à venir planter sa tente à l'Ogivie pendant une semaine. Il regarde encore au-delà du bréa. Une semaine qu'il va, pour être franc, surtout passer au bistrot, à faire office de jukebox. La race des marins chez nous ne s'en va pas. La pêche, ça devenait quand même un peu une rengaine. Je me rappelle un jour, il y avait Jean Rioux, marin pêcheur qui habitait en face. Là. Ils étaient à jouer aux cartes au fond du bistrot, puis on me demandait pour la énième fois de chanter l'Ogivie, puis Jean qui m'a dit « On commence à en avoir marre de ta chanson, on n'est pas morts, nous !» Et donc j'ai pris ça un peu comme un coup de froid. Est-ce que ça raconte quoi l'Ogivie ? Il y a du sens derrière les mots quand même. Ça raconte une vision. C'est-à-dire que moi je voyais ces pêcheurs-là, il y avait 15 bateaux à l'époque dans le port, ou amarrés à l'extérieur. Donc il y avait une vie. Puis je me suis dit, combien de temps il va durer cette vie-là ? Je sentais en 65 déjà qu'il y avait des choses qui périclitaient. Et 50 ans après, aujourd'hui, vous dites que vous n'aviez pas complètement tort ? J'avais pas complètement tort, quoi. Il en reste quelques-uns, quelques marins pêcheurs, mais pas la tonne qu'il y avait à l'époque, quoi.
Grâce à cette chanson, Budet fera d'abord un 45 tours avant de faire une carrière. À la maison, une petite fille grandira sur les genoux de son papa chanteur, avec un peu de Logivi entre les oreilles, mais elle n'en sortira pas traumatisée. Mademoiselle Yel est devenue chanteuse. Et c'était plutôt de toute façon très positif les retours que j'avais des gens. Ah, t'es la fille François Budet, ah oui, le Guivi de la mer, j'adore ce morceau, je l'écoute avec mes parents, blablabla, ou je l'ai entendu dans telle fête. Donc c'était quelque chose d'un peu extraordinaire, mais finalement qui était plutôt vécu de manière simple. Succès oblige, le Guivi de la mer est même devenu un traditionnel au point d'éclipser le nom de son auteur, mais Budet a décidé de ne pas en prendre ombrage. Je m'en fous. J'ai jamais été au top 50, mais 50 ans après que je serai mort, je pense que la chanson sera toujours chantée. Ça, je trouve que c'est pas mal. Mourir, tes derniers vrais marins, l'Ogivi de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. J'ai plus trop de voix parce que j'ai chanté tout le week-end. Magnifique série à travers chants de Gilles Lemorvan. Voilà. On va maintenant revenir vers vous. Aurélie, j'ai failli faire tomber le plateau, ça tombe bien. Alors, on va parler des tendances couleurs de cette rentrée, de l'année, même 2019. On prend de l'avance. Nous, on a toujours un temps d'avance de toute façon avec vous. Voilà. C'était la rentrée. Donc, on a essayé de regarder quelles sont les couleurs qu'il ne faut pas manquer pour les nouveaux projets que vous avez envie d'entamer. Et puis, c'est le retour de Maisons et Objets, le salon qui se termine là à Paris. Qu'on a essayé de décrypter les tendances. Alors peut-être qu'il y a d'autres tendances qui arriveront courant 2019, mais en tout cas pour attaquer la rentrée, voici la tendance numéro 1. On va être sur du saumon, rose saumon au terracotta. Voilà, cet hiver on adopte les couleurs de la terre pour être plus près de la nature. Alors, on dit qu'une seule teinte ne suffit pas, on préfère les mixer. Vous allez voir sur d'autres photos où on fait des associations de roses. On joue avec des dégradés pour jouer ton sur ton, comme là. Et c'est très travailler vitaminé. des camailleux. Voilà, comme ça, c'est gai. Voilà, c'est gai, c'est chaleureux, c'est vitaminé. On peut mettre ça dans le séjour, dans la cuisine, c'est possible. On en parle. Où on veut. Allez. Où on veut, voilà, on met de la couleur, c'est chaud et ça rappelle la terre. Alors, il y a une deuxième tendance qui se dégage pour 2019, ce sont les verts. Voilà, la deuxième tendance, c'est les verts. Voilà, on découvre justement... C'est la mode de l'écologie, on le sait, mais alors jusque dans le salon, Une tendance, ça se décline, je pense, sur toutes les thématiques. Ouais. Et justement, le tendanceur Vincent Grégoire, il dit que la création se veut aujourd'hui plus verte, plus sociale, plus locale. Et on repositionne l'humain, on fait rentrer... Le vert dans nos intérieurs, ça vient dans les réflexes. On fait aussi plus attention à le recyclage, l'écologie. Et on va travailler sur des verts clairs, comme ici, jusqu'à des verts beaucoup plus foncés, avec des teintes plus discrètes. Et puis le vert, il est naturel. On va l'associer à des matériaux comme l'ocre et le bois brut, le doré. Il apporte de la quiétude aux pièces pour amener une ambiance calme dédiée à la contemplation. Voilà. Wow. Zen, quoi. Zen. Et puis une troisième tendance qui se dégage. Voilà, avec des couleurs là beaucoup plus flashy, des couleurs structurées et géométriques qui vont venir souligner des espaces, des aménagements. Ça. Voilà, elles permettent de souligner un détail ou cerner une zone. Vous avez dit quoi, Hugo ? Une piste d'athlée. Voilà, une piste d'athlée en bleu indigo et un jaune lumineux. Voilà. Et puis d'autres exemples avec l'aménagement d'un séjour où on va voir la poutre a été teinte en charbon pour contraster le mur minéral en pierre. Voilà. On met des couleurs, ça rehausse, ça délimite. Ça donne la pêche. Et puis un dernier exemple avec un bleu indigo pour marquer le bar et puis un vert Robin des Bois pour entourer ses étagères. Voilà. Je trouve que c'est super parce que dans la déco, dans les couleurs, il y a toujours des beaux noms qui nous emmènent, qui nous font rêver. Le vert Robin des Bois. Ouais. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir inspiré pour vos projets déco pour la rentrée. Complètement. Venez mettre de la couleur. On va tout refaire chez nous. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Aurélie
Aurélie, vous nous avez bien inspiré, tellement bien inspiré que maintenant, on est prêt pour aller faire du sport, Hugo. Effectivement, en breton. Donc moi je fais en français, tu traduis en breton pour avoir un impact un peu sur les langues. Exactement. Il n'y a pas de souci, on va faire ça. C'est bien. C'est parfait. On va insister justement sur l'importance de l'échauffement. L'importance de l'échauffement, donc pour plusieurs problématiques. Donc déjà, bon ça y est, j'ai cassé mon micro, c'est pas grave. Ça commence bien. Donc échauffement pour du bricolage. Il faut savoir que l'activité physique c'est très large. C'est pas que de la course à pied, c'est pas que du sport co. J'ai un gros week-end de bricolage. Il faut que je prépare mon corps à l'effort. Donc là, on va parler d'échauffement articulaire. On va partir du bas vers le haut. On va essayer de mobiliser tout ce qui peut bouger sur le plan articulaire. Donc on va commencer par les chevilles. Un premier exercice à mettre en place, simplement une jambe vers l'avant. On vient faire des petites rotations dans un sens. Je te tiens, Laurence, parce que le café a coulé à flot ce matin. On change de sens. Voilà. Donc là, ça bouge, c'est fait. Ensuite, on arrive au niveau des genoux. Et là, on va faire des petits talons aux fesses. Juste avant de bricoler, Catherine, ce week-end. Ou de jardiner. Hein. Ensuite, là, d'avant en arrière. Ça va, Laurence, c'est stable? Ça va, nickel. Voilà. Donc là, on est au niveau de l'articulation du genou. Le bassin, de gauche à droite. Si on a un cerceau, un peu de hula hoop, ça peut fonctionner également. Ça, c'est avant de refaire de la tapisserie, par exemple. Très bien. Les poignets, on fait tourner un siphon fond. Pas hésiter à chanter en famille, tranquillement, les petites marionnettes, etc. L'articulation du coude, par des petites flexions, extensions. On monte au niveau des épaules. Le matin aussi, pour se mettre en route avant d'aller à France 3, c'est pas mal. On change de sens. Et on termine par la nuque, dans l'axe. Voilà. Moi, je voudrais bien que Sébastien, Gwendoline et Aurélie le fassent aussi pour les derrière. contestataires, de gauche à droite, comme si on disait non. Voilà. Ok, parfait, c'est fait. Je suis prêt à aller bricoler. Ok. Ensuite, alors, maintenant, si je suis un sportif. Donc, votre mari j'ai un footing à faire le matin et je sais que ça va être assez tonique. Donc, je suis obligé de préparer les muscles à l'effort. Donc, on va commencer par les mollets. Donc, la déroulée de pied, on va se déplacer vers la caméra. Je pose le talon et je finis sur la pointe des pieds. Tac, tac et tac. Très bien. Ensuite, pas chassé. De profil, hop, hop et hop. Bon, faut le faire plus longtemps parce que nous, on n'a que 2-3 mètres. Vous le faites au moins sur 20 ou 30 mètres. Ensuite, les ischio-jambiers qui vont être... On va commencer par les quadriceps. Quadriceps, très important, la course à pied s'il y a une côte. Petite montée de genoux, tac, tac. Les sportifs ce matin, ça rigole pas. Le défibrillateur est prêt pour Laurence. Tape, on relâche. Ensuite, les ischio-jambiers, talons aux fesses, tac, hop, hop. Hop, et hop. Ça assure. T'es en forme, t'es encore en aisance respiratoire. Ouais, tu reviens tous les matins pour faire ça avant l'émission. Donc voilà une petite base d'exercices à faire pour se préparer, y compris pour la course à pied. On va en faire un dernier pour les fessiers, les foulées tractées. Donc là, ça ressemble un peu à de la danse russe, mais c'est pas tout à fait ça. Donc le but va être de poser les pieds avec les jambes tendues, comme ceci, en avançant, on avance, tac. Comme c'est gracieux. Tac, tac, et tac. Et on relâche. Vous voyez, très très bien réalisé, Catherine. Catherine, c'est la plus douée de tous. Il manquait la musique, mais sinon c'est pas mal. Et un dernier petit truc pour les deux types d'échauffement, c'est le gainage. Ah, ça on en a déjà parlé. Il faut préparer aussi les abdos et la région dorso-lombaire à l'effort. Donc là, je fais la démo parce que j'ai pas le petit tapis qui va bien, etc. Donc gainage, deux possibilités. La première, je suis sur les genoux, je me place en gainage. Un seul objectif, c'est rentrer le ventre. Et si je suis entraîné comme Gwendoline, moi aussi je vais faire puisque c'est simple. Je tends les jambes, la planche, avec pour objectif de se dire, si quelqu'un veut repasser son linge, il peut là, parce que c'est bien plat. Ah non, ça, alors nickel. je conseille à personne de le faire sur moi. Allez, on revient. Et voilà, vous savez tout, vous êtes prêts à vous échauffer en toutes circonstances, y compris avant d'aller au boulot si on a un métier physique. Laurence ? Bah parfait. Tu m'as l'air bien échauffé. Je suis super en forme là. On aurait dû le faire avant l'émission. Bon, merci beaucoup. Bah, merci. Bon, on repart, on fait deux fois le tour du plateau et puis on va rejoindre Catherine tout de suite. Tac. C'est parti. Maintenant qu'on est prêt, Catherine, j'ai remarqué les petites foulées tractées, c'était pas mal. C'était bien, c'était pas mal. Nickel. C'était bien réussi. Bon, alors on accueille donc Virginia Simil, si j'ai bien compris. Bonjour, je suis Virginia Simil. Je suis l'auteur de Where is Brian? Brian is in the kitchen, qui a été mentionné par notre chroniqueuse, ainsi que son volume 2, Where is Vicky? Vicky is in the garden. Voilà, donc deux grands succès, donc vous avez pu le dire, hein. Tous les collégiens et les lycéens de France ont eu accès à ces best-sellers. Je suis interprète polyglotte et je viens vous fournir quelques traductions et explications
importante lors d'une émission. Vous en parliez bien sûr, Sébastien. Je rebondis dessus sur le langage des startups qui utilisent beaucoup l'anglais. Tu es dans mon scope, je te call ASAP. ASAP, c'est as soon as possible, aussi vite que possible. Voilà, par exemple, beaucoup d'anglicismes, notamment dans les startups. Donc, on aime bien les startups. Voilà, we like you very well. Oh, I put my bouchon. I like my bouchon. Même les bouchons veulent faire du sport. N'importe quoi. Oui, vous voyez, c'est la folie aujourd'hui. Alors, pour les hôpitaux également, on parlait d'éducation thérapeutique. Le patient et le soignant doivent pouvoir se comprendre également. Donc, par exemple, pour une guise de traduction, quand on a chez le patient, aïe 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 aïe, fouille, aïe 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 aïe, voilà, on va traduire ça en termes médicaux par, sur une échelle de 1 à 10, l'acte chirurgical que vous êtes en train de me procurer me procure une douleur assez intense. Voilà, vous voyez, on parle d'un des langages différents, mais c'est important de se comprendre. On a également, pour ce qui est de la vigne, on en a parlé, si quelqu'un dit... Voilà. Par exemple, voilà, on a des sortes comme ça qui ne paraissent pas compréhensibles, mais quand on tend l'oreille, on dit non, c'est une sacrée cuvée. Je te vide, je te plains. Et le verre est à la mode, monsieur Serroni l'a dit. Alors voilà, ça veut dire 2,8 grammes d'alcool dans le sang. Vous voyez, on peut traduire facilement les choses. Pour ce qui est des rapaces également, on l'a vu avec Billy, le... qu'on a entendu chez les rapaces. C'est très simple, ça veut dire dis donc, t'es nouveau dans le quartier. Voilà, et qu'on a vu Billy attirer beaucoup d'intérêt de la part des rapaces et également voilà, ça voulait dire dis donc, j'ai 30 ans de métier, j'ai bien le droit d'avoir une petite peau syndicale. Voilà. On l'a vu. Alors, et attention également pour la déco, on a vert au bain des bois qui veut dire souvent vert kaki, terracotta qui veut dire souvent rose saumon, et on a également souvent jaune moutarde qui veut dire cacadois. Donc méfiez-vous quand on vous vend des couleurs aussi en déco. Et pour le sport, juste une petite série de 10, ça veut dire souvent aussi voilà, le lendemain en tout cas, c'est important de se comprendre, donc n'hésitez pas à faire appel à un traducteur. Voilà, merci Laurence en tout cas. Merci Navou. Merci à vous. Thank you very much. Indeed. Thank you very much. Bon, merci. Attaque my bouchon. Yes. Take your bouchon. Hello, Sébastien. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Sébastien, j'ai envie de vous lancer un petit défi. Vous allez faire la conclusion avec moi, mais en anglais. Ça va le faire, ça? Ok, yes. Allez, Not yes. a problem for me. Merci à tous. Bon, ça devrait aller. Thank you very much. Thank you very much. Demain, mercredi. Tomorrow, Wednesday. Vous retrouverez le best-of de la matinale. We'll retrouve the maxi best-of of the morning. Les références du sportif, elles sont belles. Hein. C'est bien beau de faire du gainage après ça. On se retrouvera jeudi en direct avec le grand chimiste Jacques Lucas, académicien des sciences, professeur émérite à l'Université de Rennes 1 et président de l'Espace des sciences. Donc on sera très scientifique ce jeudi, mais c'est une bonne chose aussi. Hein. Ça, c'est encore un jargon, ça, pour vous. Hein. Allez, excellente journée à tous. Kenavo, ciao.